Les violettes sont des fleurs. Salut, c'est les violettes. La place de la femme dans le mariage à travers l'histoire. Aujourd'hui, on a envie de vous parler de l'évolution de la place de la femme dans le mariage depuis la création du mariage. Donc on va partir de l'Antiquité parce qu'on n'a pas tellement de traces de comment étaient les unions avant ça, jusqu'à aujourd'hui finalement, où il y a eu des évolutions, des retours en arrière, d'autres évolutions, jusqu'à arriver à comment on en est aujourd'hui dans le mariage et aussi les évolutions qui restent à faire pour que la place de la femme soit vraiment égale à celle de l'homme. Et bien évidemment, on va parler seulement du mariage hétéro, puisque le mariage homosexuel est apparu en France en 2013 et dans d'autres pays un petit peu avant ou un peu après. Et on n'a pas assez de recul là-dessus, donc on va seulement parler du mariage entre un homme et une femme. Et on ne nie en aucun cas l'existence des couples homosexuels ou toute autre union LGBTQIA+, c'est juste une question de praticité. La première question qu'on va se poser directement, c'est d'où vient le mariage ? À quel moment on s'est dit on va associer un homme et une femme à vie dans une union exclusive ? Les premières sources qu'on a viennent de l'Égypte antique. Faut savoir que les mariages se faisaient le plus souvent entre membres royaux, comme les pharaons, c'est-à-dire ceux qui étaient amenés à régner. Et vu que dans la religion égyptienne antique, les dieux étaient à l'image de l'homme, on se mariait entre dieux, et les dieux étaient eux-mêmes frères et sœurs. Donc, dans les mariages royaux, comme par exemple Cléopâtre, on se mariait entre frères et sœurs pour perpétuer le sang bleu, le sang noble à l'époque. C'est les premières traces qu'on retrouve de mariage. Le mariage, c'était une façon d'avoir une descendance qui soit, entre guillemets, légitime. Un peu avant cette notion de mariage qu'on a connue donc pendant l'ère égyptienne, on a eu beaucoup de cas de rapt féminin. En fait, on sait que la façon de s'approprier une compagne de vie avant l'époque égyptienne et romaine, c'était clairement un kidnapping. Si un homme voulait une femme, il la volait à sa famille afin de la posséder comme un objet. Ensuite, c'est là qu'on arrive à la période romaine, où là, on va avoir peut-être la première prémisse de ce que peut être un mariage. À l'époque romaine, déjà, pour se marier, il fallait être citoyen. Et comme certains peut-être se souviennent de leur cours d'histoire d'il y a un certain temps, les citoyens, c'était tout le monde, sauf les esclaves et les femmes. Les femmes n'étant pas citoyennes, il fallait que ce soit des filles de citoyens qui se marient avec des citoyens, pour être sûr de rester bien dans limite la même classe sociale. Mais les femmes n'étant même pas citoyennes, elles avaient pas non plus tellement leur mot à dire finalement. C'était une union entre deux familles. Et c'est là qu'apparaît la notion de dot. Pour s'assurer en fait que la fille se marie bien avec le citoyen concerné, le père payait une dot comme des terres ou des biens ou tout simplement de l'argent, de façon à que le citoyen ne récupère pas seulement une épouse, mais aussi plein d'autres avantages. Déjà à ce moment-là, il y avait une notion de contrat entre l'homme et la femme ou le père, souvent plus le père, et chacun se prêtait serment de fidélité. Donc finalement, pour les hommes, se marier, c'était un contrat, donc ils récupéraient une femme avec des avantages et une descendance assurée. Pour la femme, son père décidait de son mari, elle n'avait pas le choix, elle rencontrait son mari le jour de son mariage, et bien évidemment pour faire des enfants, il faut un rapport sexuel qui n'était pas consenti, donc, puisqu'elle ne connaissait pas son mari. Et généralement, pour que la jeune fille soit pure, il faut qu'elle arrive vierge au mariage, donc elle n'avait aucune expérience sexuelle, c'est-à-dire qu'elle ne savait même pas ce qui allait lui arriver. Donc il s'agit simplement, pour la famille de la jeune fille et pour le futur mari, d'une transaction financière. Et donc, comme pendant encore très longtemps, la femme était complètement soumise à son mari, donc juste après être passée sous l'autorité de son père, elle passait sous l'autorité de son mari. Donc jamais elle pouvait être libre. Et les femmes qui se mariaient pas, c'était vraiment des parias, ou des prostituées. Après ça, il y a eu l'avènement du christianisme et le mariage a finalement évolué. Donc au début, le mariage c'était seulement un acte religieux, privé, et en 1215, le mariage commence à avoir une valeur officielle, grâce au concile de Latran, qui a introduit des règles pour réglementer les mariages clandestins ou arrangés, avec, par exemple, un truc qui est encore aujourd'hui, c'est l'obligation de publier des bans pour que l'union soit valide. À cette période du Moyen-Âge, donc au tout début du Moyen-Âge, en 1215, les gens vivaient beaucoup en concubinage. En fait, il y avait une liberté sexuelle, dont on ne se rend pas compte aujourd'hui, qui était beaucoup plus importante. Et après, avec la Renaissance,
tout s'est un peu resserré au niveau des règles. Le concile rend également le mariage indissoluble, c'est-à-dire qu'il y a un consentement mutuel et public des époux comme une condition nécessaire pour le mariage. C'est-à-dire que si l'un des deux parties n'est pas d'accord, dont la femme, il ne se marie pas. Et ça, c'est très important de le préciser parce que après, il va y avoir un petit retour en arrière. Mais finalement, même si la femme donnait son consentement à ce moment-là, ce qui est génial comme avancée, elle avait quand même le rôle de faire des enfants, qui est quand même un rôle où on essaie un peu d'échapper à ça maintenant, de seulement faire des gamins. Et toujours à cette époque, les femmes, du coup, elles étaient mariées dès qu'elles étaient en âge de faire des enfants. Parce que, comme on le disait, le mariage, c'était pour avoir une descendance légitime. Donc, dès qu'elles avaient leurs règles, finalement, dès qu'elles étaient capables de faire des enfants, elles étaient mariées. Elles devenaient soit l'épouse d'un homme, soit l'épouse de Dieu, donc religieuse. Donc au Moyen-Âge, il y avait ce truc de concubinage, de cohabitation, les mœurs étaient assez libres. Et au XVIe siècle, on resserre la vis, l'Église prend de plus en plus de place. Donc, lors du Concile de Trente, le mariage est réaffirmé comme un acte sacré. Et donc, la cohabitation hors mariage, donc le concubinage, devient interdit. Ce qui conduit à une diminution d'enfants illégitimes, c'est-à-dire qu'avant, les hommes vivaient beaucoup avec des maîtresses, et où ils se sentaient pas du tout obligés de se marier avec elles parce qu'il y avait aucune obligation de le faire. Là, ça devient obligatoire. Donc, on n'est pas censé vivre avec une femme si on n'est pas marié à celle-ci. Et donc on arrive petit à petit à la Renaissance où les enjeux politiques du mariage se renforcent. Vu que le mariage se solidifie, il faut bien trouver un intérêt à ça et donc les grandes familles s'allient pour avoir des familles encore plus fortes, encore plus puissantes. On en parlait justement dans le podcast juste avant sur les reines et les régentes. C'est que des histoires d'alliances finalement. Et ça a créé des grandes familles, ça a réglé des guerres, ça a réglé des conflits. Et puis ça a agrandi des nations. T'es très forte, t'arrives quand même là à faire un lien entre notre autre épisode. Je valide complètement. Et on peut parler de ces tentatives de mariage royaux pour tempérer les guerres. Il y en a aussi qui ont créé des guerres. Quand on repense au mariage de Marguerite de Valois, alias la reine Margot, qui se marie avec Henri de Navarre, alias Henri IV, et le lendemain, massacre d'un Saint-Barthélemy, on peut dire que ça a peut-être aggravé le truc. Donc finalement, le mariage a une place hyper importante, mais la place de la femme dans tout ça, elle est pas très glorieuse. C'est pas hyper cool d'être la femme de... Même si son union a un impact fort sur la société, elle, dans sa vie de tous les jours, ça reste un humain de second plan finalement, puisque c'est une femme, mais même dans la vie conjugale. Là, on fait un grand saut dans le temps, on arrive au 19e siècle. Le 19e siècle, c'est le siècle du romantisme. On a le romantisme allemand qui arrive en France, qui arrive un peu partout, et on a envie d'amour. Donc, les jeunes gens commencent à s'imaginer que c'est possiblement faisable de se marier avec l'être aimé. Mais ça reste seulement dans les livres. Peut-être qu'avec le temps, l'amour vient. De temps en temps, on tombe par chance sur quelqu'un qu'on aime, mais ça reste dans les livres. Ce qui arrive souvent, c'est que des jeunes femmes, je parle du 19e siècle principalement là, se marient avec des jeunes hommes, ne connaissent rien au sexe, parce qu'on ne leur a jamais parlé de ça. Elles ne savent même pas ce qui va se passer leur nuit de noces, ce qui fait qu'elles ont des relations sexuelles uniquement pour la procréation, et ce qui fait que les hommes, eux, vont vivre leur vie sexuelle dans les bordels. En fait, il y a une vie sexuelle et un rapport aux femmes qui est divisé en deux. D'un côté, on a la femme, l'épouse, qui est la mère, en fait, qui sert à procréer, qui est clairement un utérus sur pattes, c'est horrible, mais c'est le cas. Et de l'autre, on a la femme de tous les fantasmes, de la luxure, qui est la prostituée. Et dans les deux cas, c'était pas un statut hyper sympa à vivre au quotidien. Et la loi française du 20 septembre 1792, elle introduit le mariage civil, donc c'est plus seulement le mariage religieux. Et c'est marrant parce que la séparation de l'Église et de l'État, c'était beaucoup plus tard, c'était en 1905. Et donc le mariage est reconnu par la loi. Le mariage civil, comme aujourd'hui, doit précéder au mariage religieux. Quand on veut se marier dans un contexte religieux, on doit se marier à la mairie avant, quelle que soit sa religion. Et on va remercier notre cher Napoléon, qui a tellement fait pour les femmes, avec ironie, étant donné qu'il promulgue le Code civil en 1804 et qui place la femme mariée sous l'autorité de son époux. C'est-à-dire que le mari est doté de ce que l'on appelle
la puissance maritale. En d'autres termes, il est désigné comme le chef de famille et la femme n'a absolument aucun droit. On fait un autre gigantesque bond dans le temps pour arriver au XXe siècle, et là, il y a des réformes qui arrivent pour aboutir à la reconnaissance de l'égalité entre les deux personnes mariées. Mais c'est pas encore ça. En 1938, il y a la puissance maritale dont Cynthia vient de parler qui est supprimée, et le devoir d'obéissance aussi. Quelques années plus tard, en 1942, la femme est elle aussi associée à la direction de la famille, donc elle gagne un petit peu en droit. Mais 1942, on se dit pas tiens c'est un super moment pour les femmes non plus, parce que c'était en pleine guerre mondiale, il se passait quand même d'autres choses à côté qui faisaient que la femme était loin d'être la priorité. En 1965, on avance un peu plus dans le temps, les femmes ont plus besoin du consentement de leur mari pour choisir leur métier ou avoir un compte en banque. C'est flippant, dites-vous que vos mères ou vos grands-mères ont dû demander à vos grands-pères ou à vos pères si elles pouvaient avoir le métier qu'elles voulaient, et si elles pouvaient avoir un compte en banque. Et ce n'est qu'en 1970 que la notion du code civil que Napoléon avait mis en place de chef de famille est supprimée. 1970. C'est-à-dire qu'il y a eu mai 68 avant qu'on supprime cette loi. C'est ouf quand on y pense. Ça fait phaser de ouf. Et en 1985, les époux deviennent pleinement égaux au regard de la loi. Pareil, 85 les gars. Mais tout ça, c'est des avancées qui sont géniales sur le papier. Heureusement, on y arrive. Alors, c'est hyper tard. C'était hier sur le regard de toute l'histoire du mariage. C'était hier, cette histoire-là. Mais même si c'est écrit dans la loi, dans la réalité, finalement, c'est pas complètement ça qui se passe. Parce que même si, sur le papier, l'homme est l'égal de la femme dans le mariage, dans la réalité, c'est assez peu le cas. Parce que finalement, les femmes travaillent beaucoup moins que les hommes. Parce que les femmes sont celles qui portent les enfants. Et il y a encore beaucoup de personnes qui considèrent que, vu que la femme porte l'enfant, il n'y a qu'elle qui doit avoir un congé parental, donc le père n'y va pas, donc les femmes travaillent moins, que les hommes sont handicapés par rapport au travail. Donc la femme, mine de rien, elle est quand même toujours dans ce rôle d'utérus sur pattes, en fait. Moins qu'avant, mais quand même. Et il y a aussi toute cette histoire de charge mentale dont on parle aujourd'hui. Même s'il y a eu des avancées légales, c'est toujours pas ça, quoi. C'est plein de choses comme ça. Le fait d'être enceinte, que forcément un congé maternité va pas forcément être un congé paternité. C'est rare d'entendre un papa dire bon bah je vais prendre mon congé paternité. Ça vient de plus en plus et j'espère que notre génération fera peut-être la différence. Mais c'est vrai que c'est très rare. Il y a plein de choses comme ça. Et c'est vrai que la charge mentale, même les mecs de notre entourage qui sont des mecs assez, je pense, déconstruits dans leur mentalité, mettent encore une charge mentale. Et en fait, c'est inconscient, en fait, ça vient de l'éducation et c'est plein de choses encore à changer. Ça vient de l'éducation et ça vient de tout ce qu'on vient de vous raconter. Comme quoi, finalement, connaître l'histoire, ça aide vraiment à comprendre le monde d'aujourd'hui. C'est peut-être pour ça qu'on fait ce podcast, comprendre mieux le monde. Voilà, cet épisode des Violettes est terminé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire. Et pour en apprendre encore plus sur les femmes, l'histoire et les femmes dans l'histoire, rendez-vous sur notre Instagram et notre TikTok, c'est Les Violettes Podcast. À bientôt!